Alors, le programme des réjouissances pour aujourd'hui, bon, accueil et flash info, maintenant vous êtes habitués, un petit speed dating comme à chaque fois. Séverine, ce sera toi qui seras aux manettes pour Ouais. organiser les salles. On vous présentera en avant-première un nouvel atelier qu'on va intégrer dans la plateforme sur l'étude exploratoire. Vous allez être très contents, vous allez voir. On reparlera de nos offres partenaires sur FAIR et Supernova. Je recontextualiserai quand on arrivera à cette étape-là. Donc, vous aviez eu présentation de ces outils qu'on trouve très intéressants et complémentaires à Vianéo. On a construit avec Epigo, donc qui anime FAIR et Supernova, une proposition pour vous que vous puissiez les utiliser. Et on finira par une présentation sur la propriété intellectuelle par une intervenante de l'INPI. Voilà donc le programme des réjouissances. Alors, j'attaque avec les flash infos. Première chose, peut-être Séverine, je te laisse. Oui, j'ai vu que Norbert était là et que je remercie parce que nous allons ensemble faire un webinaire le 26 janvier sur le sujet. Alors, on a été un petit peu audacieux avec l'accroche « Comment trouver une activité qui a du sens pour les autres ». Mais en fait, c'est une façon de voir la partie étude exploratoire et désirabilité, puisque si on ne valide pas cette preuve, le projet n'a pas de raison d'être. Et donc, on a un peu, voilà, comme c'était nos vœux pour tout le monde, de trouver une activité qui a du sens pour les autres. Eh bien, on a décidé de faire ce webinaire qui, en fait, va être un focus sur l'atelier exploratoire parce qu'on sait à quel point c'est le sujet crucial, toujours délicat et pour lequel on a vraiment besoin à la fois de support, de méthodos, mais sur le fond, sur la forme, sur la posture, etc. Et donc, Norbert a accepté, vraiment, merci, de venir témoigner avec un des porteurs de projet que tu as accompagné parce qu'on a eu souvent ces échanges-là sur le fait que c'était la partie la plus compliquée de pousser les porteurs à aller au front. Donc le 26, ça Oui, c'est s'adresse écrit aussi… à vos agendas, mais il n'y a pas écrit. C'est le 26 janvier Ah oui, de 17h à 18h. Peut-être Claire, tu peux mettre dans le chat le le lien lien vers Oui, le Mailchimp pour se. je le fais. pour Ouais. s'inscrire, voilà, comme ça Parce vous… que moi, ouais. Et c'est ouvert à la fois aux porteurs et aux accompagnants, en fait. L'idée, c'est évidemment que ça parle aux deux. Voilà. Et alors ça tombe visiblement, il bien. y a des gens qui sont dans la salle d'attente, Séverine. Ah, pardon, j'y vais. Pourtant, je ne vois Ouais, pas. Mais… voilà. Donc retenez le 26 janvier, je crois que c'est 17h, 1 heure. Et si vous voyez des gens qui peuvent être intéressés, ce sera à la fois intéressant pour deux points de vue de l'accompagnant, mais aussi du porteur de projet. On veut vraiment faire passer ces deux. Et c'est bizarre, je ne vois personne dans la salle d'attente. Hein. Je ne sais pas, c'est Hervé qui m'écrit, qui m'envoie un SMS pour me dire qu'il y a. Donc, Mais j'ai personne. Il y a allez. Majid, ouais. Je ne sais pas où on a reçu ce message. Majid et un autre qui a été en attente. Bon. À mon avis, ils ne sont pas sur le bon lien. Euh, C'est bizarre. alors, En fait, pardon, Ah, t'es Pascaline, là. bonjour à tous. Bonne année. Ah, voilà, Majid. Le dernier lien et le lien initial, c'est pas le même, c'est pour ça. Oh non, non, désolé. Du coup, Alors, il faut prendre le lien initial qui a celui été qui est dans envoyé il y a quelques l'invitation. temps. Oui. et du coup, moi, c'est celui que j'ai envoyé à notre intervenante de l'INPI. Bon, bah, il faut vite lui donner celui de… Oui, mais moi, je ne peux pas faire deux choses en même temps. Donc, Bah, moi, je fais. OK. Allez, appel à participants. On vous en avait parlé la dernière fois, mais on n'a pas beaucoup de succès. Donc, on a décidé, comme on vous l'avait dit, de faire des clubs thématiques à côté de ce grand club qui se réunit tous les mois. Des clubs thématiques qui vont décider de leur fonctionnement. Donc, on a déjà lancé le club santé, le club enseignement avec Virginie qui est là, qui commence à se réunir. Et on a en tête de lancer un club sur l'impact et un club Vianéo Conseil qui, lui, est déjà un peu opérationnel. Donc, appel à participants si vous êtes intéressés. Le principe de ces mini-clubs, entre guillemets, c'est qu'ils se réunissent à une fréquence qu'ils décident eux-mêmes et qui ont un fonctionnement
autonomes pour partager des bonnes pratiques sur les sujets en question. Donc, c'est un des clubs qui sont amenés à durer. Et Vianeo est contributeur dans ces clubs, mais ce qu'on attend, c'est que ces clubs vivent par eux-mêmes, donc qu'il y ait quelqu'un qui prenne le leadership du club ou qu'on envisage un leadership tournant si personne ne veut, mais que voilà, ce soit des clubs qui s'auto-animent. Donc, Club Impact, ceux qui sont intéressés, revenez vers moi. Moi, j'avais déjà noté Lionel qui était intéressé. Je n'ai pas eu d'autres retours. Et le Club Conseil, rapprochez-vous de Thomas. Voilà. Ils vivent. Enfin, le Club Impact, il est né dans la foulée du groupe de travail Impact. Et là, il faut vraiment qu'on passe à l'action sur l'intégration de tous ces éléments, et ça sera d'autant plus efficace qu'on aura ce club qui va prendre, parce que pour l'instant il est en stand-by, il est en phase de réorganisation, on va dire. Et le club Vianeo Conseil, Thomas a eu un webinaire pas plus tard qu'hier sur le sujet. Donc là, c'est pour tous ceux qui ont la casquette plutôt consultant, et c'est partage de bonnes pratiques et de pas mal d'actions aussi de vente. Comment arriver à bien vendre Vianeo. Je vois Emmanuel intéressé. Salut Emmanuel, c'est sympa de te voir. Intéressé pour le club enseignement. Virginie, on peut rajouter Emmanuel, je te transfère les coordonnées. Voilà, je veux bien. Super. Merci. Super, effectivement, il a pris de l'ampleur celui-là. Également, vous avez dû recevoir dans votre boîte mail, pas plus tard que cet après-midi, un mail de Joëlle Marchetto, notre assistante, sur une grande enquête l'usage qu'on lance. On vous en avait déjà parlé la dernière fois. Ça y est, elle est prête. Donc, s'il vous plaît, prenez les 10 minutes. Ça ne prend pas plus de temps nécessaire pour répondre à ces questions. On veut vraiment essayer de creuser, enfin de bien comprendre quels sont les usages, la fréquence d'usage. On est sur du quantitatif là, dans ces questions. Donc, on a besoin d'avoir vos retours en fait, sur comment vous utilisez Vianeo aujourd'hui, ce que ça vous apporte aussi avec le recul après la formation. Donc on vous laisse jusqu'à mi-janvier pour répondre, mais ça prend 10 minutes. Le mieux, c'est que vous allez sur le mail tout de suite après le club et vous répondez aux quelques questions. Et nous, ça nous apportera beaucoup. Vous savez tous combien c'est important d'avoir des retours de ces utilisateurs. Ça, je ne vous en dirai pas plus. Vous le savez autant que moi. On continue aussi dans les appels à volontaires. C'est la rubrique petite annonce, mais on a beaucoup besoin de vous. Là, pour le coup, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir des certifiés qui sont OK pour participer à des jurys de certification. Alors, envoyez-moi plutôt soit un mail, soit un disque, parce que là, sinon, je vais avoir du mal à tout noter, surtout que je ne peux pas à la fois. Ouais, c'est compliqué d'être aussi dans le chat. Donc, envoyez-moi un petit mail ou un petit Discord juste pour me dire « OK, ça m'intéresse ». On a plein de gens à certifier en ce début d'année. Là, je viens d'en avoir un nouveau, notre premier certifié de la Belgique, futur certifié de la Belgique. Donc, du coup, j'ai besoin de force vive pour qu'on se répartisse un peu la charge et d'avoir des gens qui sont prêts à consacrer 1 heure pour un jury de certif. Vous savez comment ça marche pour la plupart. On fait un doodle, on fait ça en fonction de vos dispos. Donc ça s'adresse qu'à des gens qui sont déjà certifiés. Ça peut donner envie à ceux qui ne le sont pas de l'être demain. Donc, merci. J'ai déjà 2 personnes qui se sont proposées, Nadia et Lionel. Mais voilà, je vais avoir besoin de force vive parce que j'ai au moins 5 ou 6 personnes à certifier là sur ce début d'année. Voilà. Et je pense qu'on en a fini, Séverine, pour les petites annonces. Oui, moi, je vous ai annoncé que l'équipe Vianeo s'agrandit et qu'on aura la joie d'accueillir 2 nouveaux développeurs d'ici la fin du mois de janvier. Autant vous dire que ça n'a pas été simple et on les a trouvés et ils sont super motivés et on est très contents de venir renforcer l'équipe dev. Voilà. Donc, c'est parti pour le speed dating. Attends, pardon, je m'assure. On va enchaîner sur
sur la nouveauté Et tout le monde est là. future, comme me l'a bien précisé Hervé. Hein. Donc, ce n'est pas encore opérationnel, c'est une avant-première. Et je passe la parole à Anaïs, puisque c'est elle qui a designé ce nouvel atelier. Et je la laisse, lui laisse le plaisir de vous le présenter. Merci. Bon, déjà, du coup, bonjour à tous, parce que moi, je n'étais pas là au démarrage. Donc, en fait, je vais être là pour vous présenter les nouvelles interfaces qui visent à intégrer les entretiens exploratoires au sein de la plateforme et notamment dans la partie désirabilité. Ah, Alors, bien, ça c'est bien. donc, l'idée, bien. voilà, c'est un nouvel atelier qui a été demandé. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir créer un entretien, de visualiser tous les entretiens et de pouvoir compléter aussi l'entretien en ligne. Donc, c'est bon, tu peux passer. Donc, alors, dans un premier temps, on va déjà voir comment accéder en fait à ces entretiens exploratoires. Ce qui est prévu, c'est d'avoir 2 possibilités pour pouvoir y accéder. La première, c'est via les activités en désirabilité. C'est-à-dire, en fait, l'objectif, c'est que chaque entretien est lié à des demandeurs. Donc, il faut qu'on puisse voir facilement combien d'entretiens a un demandeur. Et donc, en fait, pour ça, il a fallu avoir on a dû faire une petite refonte de la liste des demandeurs. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est une liste où on voit qu'on peut ajouter un persona et faire de la fiabilité. Et donc, histoire de simplifier et de vraiment faire en sorte que ce soit beaucoup plus lisible, on a transformé en fait cette liste des demandeurs en tableau et on permet maintenant 3 associations par demandeur, les entretiens exploratoires, donc on voit dans la première colonne, la fiabilité dans la seconde colonne et les personas dans la troisième colonne. Donc, en fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'on va pouvoir ajouter un demandeur et après ça, pour chaque demandeur, on va pouvoir ajouter un entretien, le fiabiliser et ajouter également un persona pour ce demandeur. Donc, comment faire depuis cette liste pour accéder à ces entretiens exploratoires? Et bien, en fait, il suffit simplement de cliquer sur la cellule et là, on va pouvoir directement ajouter un entretien exploratoire ou même modifier si on en a déjà un. La deuxième option, justement, c'est de pouvoir accéder aux entretiens exploratoires, mais via les outils. Les outils, auparavant, vous les connaissez, c'était les plus. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, on a simplement renommé les plus en boîte à outils. Voilà. Et donc, dans cette boîte à outils, vous aurez… Pardon, je ne sais pas ce que c'est que les plus. Alors, les plus, en fait, actuellement, dans les activités, aujourd'hui, on a le parcours, donc avec les 5 preuves. Et juste Oui. en dessous, on a les plus où on peut retrouver le SWOT, le persona, le canvas. Ah oui, d'accord, oui. Voilà, Ok. c'est ça. Et bien, en fait, c'est plus, ça reste une boîte à outils, c'est simplement là qu'on l'a renommée. Et donc, dedans, en fait, on va retrouver toujours ces outils comme le BMC, le pitch, le persona, mais on y ajoute également l'entretien exploratoire. Ce qui fait que si vous voulez, en fait, d'un coup, retrouver l'ensemble de vos entretiens exploratoires, on ne va pas vous demander d'aller dans la désirabilité et d'aller rechercher dans chaque demandeur, mais en fait, on a fait un raccourci entretien exploratoire où vous pourrez retrouver justement toute la liste en fait de vos entretiens exploratoires au sein directement de la boîte à outils. Voilà. Et de là, vous pouvez également ajouter des nouveaux entretiens exploratoires, comme l'indique voilà, le bouton en haut à gauche. Voilà. Maintenant, voilà. Alors, du coup, pour ajouter un entretien exploratoire, 3 étapes. La première, en fait, en cliquant sur ajouter, que ce soit depuis la liste des demandeurs ou alors depuis la boîte à outils, enfin l'interface de la boîte à outils, vous allez avoir donc une modale qui s'affiche où vous allez pouvoir nommer votre entretien exploratoire et y associer un demandeur. Évidemment, il sera déjà présélectionné si vous venez de l'atelier demandeur. Par exemple, si, je ne sais pas, imaginons, vous avez votre demandeur, c'est étudiant, et que vous cliquez sur « Ajouter un demandeur dans la liste étudiant », le terme étudiant sera présélectionné. Ensuite, une fois que vous aurez paramétré et que vous allez du coup compléter votre entretien, là, vous allez arriver sur un formulaire. Donc, c'est un modèle d'entretien qui est intégré, qui sera vu du coup avec Pascaline et Séverine.
Et donc, vous aurez simplement en fait à compléter ce formulaire. Donc voilà, vous aurez vraiment toutes les questions. C'est vraiment un guide en fait, un guide d'entretien que vous aurez ici. C'est le Alors, guide désolée, moi, d'entretien. j'arrive pas à lire le contenu de ce Alors là, modèle. c'est un Quelle exemple. information on a dedans? En fait, c'est un peu petit, effectivement. Ouais. En fait, on t'aura le nom de la personne, la date de l'entretien, ses coordonnées, téléphone et mail. Et après, tu as un champ qui te donne les premiers types de questions. Ça reprend hein, celui que vous connaissez, le guide d'entretien type. Hein, donc, première partie des questions sur les problèmes rencontrés. Donc, il y a les questions. Et en dessous, il y a un champ libre où vous pourrez prendre des notes sur ce que vous dira l'interviewé, en fait. Hein. L'idée, c'est que ça En live. prise de notes qui se fasse automatiquement. Exactement. L'entretien, il sera sur la base de celui que vous connaissez déjà, qu'on a dans la plateforme, hein, qui est accessible justement sous forme de Canva et qu'on digitalisera. Donc, ça va être cette base de guide d'entretien que vous connaissez déjà. En fait, c'est un peu le même principe que le persona, qui est un Canva intégré dans l'outil. Là, ce sera un moyen de prise de notes avec un Canva de prise de notes. Ah ouais, on gagne quand même pas mal de temps, en effet. Oui, plutôt que d'aller télécharger, mettre sous Word, Faire un machin, fichier dédié à avoir chaque un truc, fichier PDF voilà. et tout, on aura toute l'info qui sera là. C'est ça. Et de du coup, notes aussi. justement, c'est la troisième visualisation que vous voyez là. C'est qu'en fait, une fois que vous avez toutes vos listes en fait, d'entretien exploratoire, vous allez pouvoir les télécharger et ça va vous sortir un Excel qui sera trié. Donc, chaque feuille sera triée par demandeur et là, vous aurez vraiment toutes les réponses qui seront exportées dans un Excel. Donc, si on détaille, là, vous avez par exemple le premier interview, c'est la première colonne avec le nom de l'interviewé, ses coordonnées. Et après, vous avez dans le champ apparaîtront ses réponses à la première question, ce que vous avez fait en prise de notes. Après, ses réponses à la deuxième type de question. Et vous pourrez comparer, puisqu'à côté, vous aurez l'interview 2, l'interview 3, ce qui vous permettra visuellement de voir les différentes réponses au même type de questions apportées par vos interviewés. Intéressant ça. Et après, on va pouvoir mettre l'Excel dans GPT et vous GPT, aurez votre pas très bon. analyse. Mais tu sais, c'est le chatbot Oui, qui est en train d'IA et vous aurez Ça analysera tout une seul. analyse. Et il nous dira ce qu'il faut faire. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui. Et je crois que moi, de mon côté, c'est bon. Vous avez C'est bon. une vision de Virginie, l'ensemble. On n'a rien derrière? Non, c'était bon. Non. J'avais synthétisé. Des remarques, des réactions, des avis. Virginie, elle a levé la main. Emmanuel qui a réagi. Merci, Emmanuel. Stéphanie aussi. Ouais, Virginie. Moi, j'ai une petite question. Donc, merci en tout cas, c'est très bien. Ça va nous fluidifier un petit peu sur l'accompagnement. Par contre, je me mets plutôt excusez-moi, j'ai la voix cassée. Je me mets plutôt Je ne reconnais pas. Du côté du porteur. Il est compliqué parfois de leur expliquer par rapport. Ils ont la marelle. Alors, déjà, ils découvrent la marelle. Après, ils ont les ressources associées. Après, ils ont les plus qui sont à la boîte à outils. Après, j'ai les éléments de discussion. Parfois, pour une prise en main, pour un porteur, entre ressources associées et boîte à outils, il y a parfois un peu un mélange que nous, on arrive à suivre parce qu'on a l'habitude d'avoir plusieurs projets. Mais pour un porteur, c'est parfois un petit peu compliqué sur l'usage. Alors, si je ne dis pas de bêtises, et je crois que ça a été validé, hein, Séverine et Pascaline, mais l'idée, c'est qu'on va on va intégrer les ressources associées dans la boîte à outils. Oui, parce qu'en fait, c'est des outils supplémentaires. Et donc, du coup, on va avoir un onglet ressources associées où là, il y aura vraiment tous les canevas. D'accord. Il n'y aura plus qu'un endroit boîte à outils qui sera je dirais tout ce qui est autour du parcours Marel pour approfondir les sujets et pour qu'il n'y ait effectivement pas deux endroits. Et on était bien conscient que les ressources associées aujourd'hui, ce n'était pas top. Hein. Je suis obligée de les montrer à chaque fois. Les gens les voient pas. Ceci dit, c'est intéressant de les mettre par rapport à la marelle. Oui, bien sûr. Oui. Ça, ils de toute sont façon, associés à ça, la on l'a marelle. pris en compte. Hein.
Oui, oui, On bien a sûr. pris en compte Oui, et oui. évidemment qu'on va les conseiller en fait à chaque fois, mais c'est vrai que l'ensemble des ressources associées, on les retrouvera dans la boîte à outils pour Et éviter justement que ça se disperse un peu trop et que le porteur il sache plus où il va. question dans le premier, la première fenêtre qui s'ouvre là, où on a ajouté un entretien exploratoire, etc. Là, le demandeur, il sera, enfin, il sera intégré directement ou Oui. si on est sur la ligne, le nom Oui, sera c'est intégré ça. directement. Oui, oui, D'accord, c'est ça. Oui, tu mettras le nom de la personne que tu interviews et derrière, il te proposera de cocher quel type de demandeur c'est. En fait, d'accord, tu as ok, déjà fait ta liste des demandeurs oui, et tu ok, ok. l'associeras en fait. Imaginons que vous Non, c'est bon. travaillez sur le demandeur qui est étudiant et que vous ajoutez un entretien, bah, forcément que le terme étudiant sera présélectionné vu que bah, vous Ok. travaillez sur celui-là. Voilà. Oui, c'est bon. Soit c'est présélectionné si tu pars de ta liste de tes Oui. demandeurs, soit si tu le crées ex nihilo, ton entretien, bah, tu choisiras toi le Choisira, demandeur. voilà. Et après, il s'incrémentera dans la bonne catégorie des demandeurs. En fait. Ça implique pour les porteurs d'ouvrir en fait, d'aller sur leur session et de se positionner sur leur entretien et de le rentrer en live, j'allais dire, ou alors de le recopier. Enfin, soit s'ils font une prise de notes manuelle. Mm. Ouais. C'est l'idée pour avoir une synthèse après qui soit opérationnelle avec tous tes entretiens. Oui. C'était ça, bien sûr. Et puis, ça permet de voir concrètement ce qu'ils font aussi, forcément pour l'accompagnant. C'est Emmanuel qui a la main levée. Oui, juste une petite question. Vous parliez du fait que toutes les questions seraient déjà pré-enregistrées. Est-ce qu'il y a la possibilité d'en rajouter d'autres facilement ou c'est pas prévu? Alors, Ouais. dans une V1, c'est pas prévu. Ce sera prévu dans les autres versions, sûrement, mais pour l'instant, techniquement, dans la V1, non, il y aura vraiment un formulaire. Ok. Mais à terme, effectivement, l'idée, c'est qu'on puisse éventuellement personnaliser quelques questions ou les rajouter des choses. Là, on va dans un première notre MVP, on va s'en tenir, Voilà. notre MVP, on va s'en tenir aux questions classiques en fait que vous connaissez déjà. Ok, super. Alors, la question qui tue, vous pouvez pour Hervé. Quand Ah est-ce oui. que ce sera dispo? Ah, il n'est plus là, Hervé. Il a disparu, il n'a plus de son. C'est bizarre. Ah, Vous me voyez ou pas? Oui. Ok. Avec beaucoup d'écho. On a beaucoup d'écho, ouais. Écho. tu vas lui donner une date avec de l'écho. Je ne savais pas que les boîtes de nuit étaient déjà ouvertes. C'est un chantier 2023. Donc, pour l'instant, je ne peux pas m'avancer. Ça sera pas avant ça sera courant 2023. On espère fin deuxième trimestre. Oh! Vous connaissez. Non, mais ceci dit, je confère ce que j'ai dit tout à l'heure sur la joie qu'on avait d'accueillir de nouveaux développeurs. Il y a toute une phase de transfert de compétences qui va forcément prendre un peu de temps et entre guillemets, retarder pour mieux sauter les développements. Donc voilà. Mais c'est dans le haut de la roadmap. Parce que là, on a bien avancé. Comme beaucoup d'autres items. Le problème, c'est que dans la roadmap, on n'a que des trucs en haut, quoi. Donc n'hésitez pas. Hein. Vous Il y a avez un moment où il faut nettoyer un peu la roadmap quand même, si tout est en haut. Mais ceci dit, vous avez un pouvoir sur la roadmap, vous, en disant que ce dont vous avez vraiment besoin. C'est important. Je trouve que, en attendant peut-être la roadmap, alors si je peux me permettre, mais moi je suis preneur de la grille parce que ça c'est réutilisable. On l'a déjà à la grille. Je l'ai pas vu. Dans les ressources associées, en fait, on l'a déjà. D'accord. En fait. Avec les questions. C'est sous forme d'un canevas simplement, c'est pas un Excel. On a les questions, on a mais moi, je l'avais pas vu non plus, vous voyez. Ouais, c'est un des sujets, clairement, en termes d'UX, c'est enfoui. Tout le monde demande où c'est. Donc, il y a un problème. Ouais. Voilà. Mais c'est bien déjà présent dans la plateforme. D'accord. Ok. On continue du coup? Ouais. Allez, moi, je ne peux pas lire le chat. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vous laisse regarder.
Allez, on avance. Bon. Merci. Dans notre... on a des Anaïs. bonnes nouvelles aussi côté offres partenaires. Donc, pour ceux qui ont participé à nos précédentes sessions, on a identifié deux outils qui nous semblent très complémentaires à Vianeo sur des sujets qu'on n'aborde pas. Et comme on s'applique à nous-mêmes, ce qu'on préconise aux autres, et ben, quand on a fait notre faisabilité et qu'on a identifié des fonctionnalités qu'on n'avait pas les moyens dans notre frigo, nous sommes allés chercher des partenaires. En l'occurrence, on a identifié Epigo, qui propose une méthodologie qui s'appelle FAIR, qui est un questionnaire qui est spécifique pour découvrir le profil entrepreneurial. Vous aviez eu une présentation de Anne-Laure il y a c'était la dernière fois, je crois, ou la précédente, je ne sais plus. Donc ça, c'est premier outil. Deuxième outil qui nous a semblé très pertinent et que certains ont déjà testé, vous avez eu aussi là l'occasion d'avoir Damien qui est venu vous présenter l'outil Supernova Business pour faire un business plan, qui est un outil très intuitif. Donc, certains l'ont testé. On sait qu'il y a des gens qui sont dans les starting blocks sur ces deux sujets pour utiliser ces deux outils complémentaires. Et du coup, ce qu'on vous propose, ce qu'on a négocié avec nos partenaires, c'est un tarif préférentiel Vianeo pour utiliser ces deux outils. Donc, qu'est-ce que nous propose Epigo donc, avec la méthodologie FAIR? Donc, comment ça se passe pour mettre en œuvre FAIR? Il y a d'abord une formation d'une journée, c'est-à-dire que le consultant ou l'accompagnant qui veut mettre en œuvre la méthodologie FAIR doit se former pendant une journée. Et on a parmi nous Catherine qui a déjà été formée. Donc, Catherine peut témoigner s'il y en a qui sont intéressés. Et sur cette formation d'une journée, Epigo nous propose une remise de 20%. C'est-à-dire qu'il y a un tarif grande structure, un tarif petite structure. Vous avez une remise de 20% sur ce tarif. Et après, comment ça se passe? En fait, ça se passe sous forme de crédit. C'est-à-dire qu'un profil, ça correspond à un crédit, une personne. Donc, après, le consultant achète ou fait acheter ses crédits à son porteur de projet. Et donc, le crédit, c'est 30 € le crédit au lieu de 35. Là aussi, un prix préférentiel Vianeo. Si vous en achetez des plus grandes quantités, c'est moins cher. Et donc, comment ça se passe? Il y a un questionnaire qui est envoyé à votre porteur de projet. Le porteur de projet, ensuite, vous recevez les résultats de votre porteur de projet et c'est vous qui le débriefez, qui lui présentez les résultats. C'est pour ça qu'il faut être formé. Ce n'est pas quelque chose qu'on envoie comme ça par mail à un porteur, mais derrière, il y a vraiment un travail de présentation et il y a une valeur ajoutée du consultant sur ce sujet-là. Ce qui est super intéressant, et nous, on l'a testé sur Vianeo, c'est vraiment génial, c'est aussi de faire des profils associés. C'est-à-dire que nous, on a fait nos 3 profils, Séverine, Hervé et moi, et on a été débriefés sur nos 3 profils. C'était super intéressant de voir justement là où on avait des points forts, les overlaps, et puis un peu, il faut le reconnaître, quelques petits trous dans la raquette. Donc, même après, je ne sais pas, presque 10 ans de collaboration, on a découvert… Ouais, enfin, on le pressentait quand même, Oui, mais on avait quelques trous dans la T'as mis raquette. le doigt. C'est hyper intéressant au niveau d'une équipe aussi de bien comprendre, de bien prendre en compte ses forces, ses faiblesses, et puis de s'en servir aussi après pour chercher des complémentaires dans des recrutements, enfin voilà, dans l'équipe. Donc, super, super intéressant. Si vous êtes intéressé, revenez vers moi et puis on essaiera d'organiser Ce qui serait sympa, c'est qu'on puisse faire une session avec que des gens du club, c'est-à-dire qu'on ait 8 personnes intéressées. On organise une formation, vous êtes tous ensemble une journée donc pour cette… Alors, ça peut se faire en digital ou en présentiel. Et après, donc, vous avez la possibilité d'utiliser vos crédits. Dans un premier temps, il n'y aura pas de connexion au niveau de la plateforme, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore, et on n'en est pas à ce stade-là, mais on pourra l'envisager plus tard, c'est-à-dire que ça se fait indépendamment de la plateforme. Donc, ça veut dire quoi? Grosso modo,
quand vous êtes à la légitimité, parce que c'est hyper pertinent à ce moment-là, et on nous a toujours dit, mais c'est vrai, vous approfondissez pas la notion de l'équipe, et bien là, vous pouvez dire à votre porteur, creusons, on va travailler sur votre profil entrepreneurial ou le profil entrepreneurial de l'équipe. Et donc, ça nourrit, je dirais, la partie légitimité. Vous pouvez très bien, après, faire en sorte que dans la plateforme, le rapport de synthèse soit téléchargé pour que ça serve, je dirais, de base, en fait, sur nourrir la légitimité. Voilà pour ce premier partenariat. Je ne sais pas s'il y a questions ou remarques. Je ne voudrais pas qu'on… Voilà, peut-être on pourra le faire en dehors pour ceux qui sont intéressés, parce je veux qu'on ait quand même le temps de voir le deuxième partenariat et puis derrière la présentation de l'INPI avec Pauline. Je ne sais pas si quelqu'un a une question rapide. Entre la première et la deuxième ligne, la différence, c'est supérieur. Ah oui, excuse-moi, j'ai fait un copier-coller, j'ai oublié de changer. Donc, le premier, c'est une structure de moins de 50 personnes et la deuxième, une structure de plus de 50 personnes. Merci pour ton œil de lynx, Norbert. J'ai été trop vite sur ce coup-là. Donc, effectivement, ils ont un tarif différencié, petite et grosse structure. Majid, tu as une question? Oui, et il y a une troisième possibilité d'avoir le crédit sans faire la formation, à savoir que le questionnaire après, l'analyse sera faite par faire même. Oui, alors il y a une possibilité, puis même j'ai envie de dire, on a parmi nous Catherine qui est une consultante certifiée, donc tant qu'à faire, autant faire bosser Catherine si vous avez des besoins. Oui, c'est possible, ce n'est pas le même prix du coup, puisque effectivement l'analyse fait partie. Donc vous pouvez aussi acheter, sans faire la formation, une analyse de profil qui comprend l'analyse du consultant et le crédit. Oui, tout à fait. Et tu connais la tarification? Voilà. Ça, on pourra à discuter, on verra. Voilà, c'est à voir. On l'a pas chiffré cette option-là. Je ne peux pas vous répondre en live, mais oui, il y a une tarification. On va vous répondre. Serge, tu as une question? On ne t'entend pas, Serge. Excusez-moi, c'est peut-être juste donner un peu la voix à Catherine, ce qu'elle en a pensé, parce qu'on l'avait vu en webinaire et l'expérience de formation. Est-ce que ça renchérit son envie de le développer ou voilà? Alors effectivement, moi je suis certifiée depuis un peu plus d'un an dessus et je l'ai utilisé pratiquement au moins une trentaine de fois déjà, et parce que je fais partie d'un programme, je travaille avec une association d'entrepreneurs qui, dans le programme de croissance pour accompagner les entrepreneurs en croissance, ils ont une formation avec les entrepreneurs du Québec et on commence le coaching individuel ensuite par le débrief de leur profil FAIR. Donc, en effet, c'est quelque chose que moi, j'utilise très, très régulièrement et qui est très, très intéressant et un outil très puissant, je trouve, parce qu'effectivement, ça permet de voir les grandes lignes de cet entrepreneur-là, le type de personnalité. Ce qu'il y a, c'est que c'est quelque chose, et c'est ce qu'on nous apprend dans cette formation, qu'il n'y a rien de figé, qu'il n'y a pas d'histoire de bon ou de mauvais profil d'entrepreneur, en fait. C'est que c'est à un moment donné, en fonction de là où on en est, dans son cheminement personnel, là où on en est dans sa structure d'entreprise, de l'évolution, etc. Il peut y avoir des choses qui se modifient. Ce qu'on nous apprend aussi dans cette formation-là, c'est que si vous avez eu la présentation, vous avez vu que ça se présente souvent sous forme d'histogramme avec des plus ou moins élevés ou pas élevés en fonction des différentes catégories. Le F de fabriquer, le A d'achalander, le I d'imaginer, le R de rentabiliser et le E d'entraîner. Et que du coup, tout de suite, quand on voit ça, et c'est pour ça que c'est important d'avoir quelqu'un qui l'interprète, parce que quand on voit ça, on va se dire, tout de suite, si je dis des trucs qui sont en bas, ça veut dire que c'est pas bien. Alors, c'est pas du tout ça. Et ça permet, moi, quand je m'en sers, en fait, je laisse parler d'abord souvent des entrepreneurs que je connais pas. Ils me racontent leur histoire et ensuite, avec ce qu'ils m'ont raconté d'eux et de leur projet, et du coup, je remets en perspective avec ce que je lis de ces diagrammes et de cette interprétation-là. Donc voilà, c'est vraiment un outil très intéressant et très puissant. Et j'ai pas rencontré pour l'instant, sur le nombre que j'en ai fait, de gens qui me disent non mais ça correspond pas du tout à moi, ça n'a rien à voir.
On est vraiment, en général, se retrouve. Et il y a 2 parties de questionnaire, une partie où l'entrepreneur tel qu'il se sent et l'entrepreneur idéal. Voilà. Je vais être, voilà, je pourrais vous en parler si vous voulez, mais si pour continuer, Non, mais c'est bien. Et est-ce que ce qu'on a trouvé, nous, ayant vu et cherchant de ce genre de questionnaire d'analyse sur la posture et sur le profil, c'est qu'il est vraiment, vraiment adapté à l'entrepreneur, qui peut être aussi intrapreneur. C'est vraiment ce sujet de je porte un projet, comment avec les bonnes cordes à mon arc pour le porter, donc bien axé là-dessus. Et il l'utilise, Epigo, encore une fois, j'ai dit aussi l'aspect intrapreneuriat, parce qu'Epigo l'utilise beaucoup pour des grands groupes. Oui, tout à fait. Et il y avait beaucoup, moi quand j'avais fait, d'ailleurs je vous l'avais dit, quand j'avais fait cette certification qui avait rien à voir, enfin c'était en parallèle de ce que j'avais vu à Néo, j'avais retrouvé plein de similitudes dans leur façon, dans leur approche aussi. Donc en effet, je trouvais ça assez complémentaire avec l'approche Néo. Et ce que disait Pascaline, le fait quand il y a plusieurs personnes, donc une équipe comme vous avez fait, ou des entrepreneurs qui sont en association, c'est super intéressant de regarder l'ensemble et les complémentarités, etc. et les trous dans la raquette, comme tu disais, des profils, quoi. C'est adapté à des toutes petites structures? Oui. Ah oui, moi je c'est travaille vraiment, qu'avec des petits. Oui, ça marche très bien. c'est centré sur la personne, donc peu importe. Oui, c'est le profil comment de la l'individu. personne se positionne dans son rôle d'entrepreneur ou d'intrapreneur. Mais ça peut être que pour une seule personne. Hein. Ok. Voilà. Complètement. Merci Catherine, d'autant plus rien. que c'est toi qui nous as fait découvrir cette méthode, donc encore doublement merci. Avec J'avance plaisir. pour qu'on tienne notre agenda. Deuxième partenariat qui nous semble super pertinent, c'est le partenariat sur l'outil de business plan financier. Alors, vous vous souvenez, on avait une intervention de Damien Ferracci. On a fait pas mal de bêta-tests, donc il y a pas mal de personnes qui ont bêta-testé l'outil et qui sont intéressées. Et donc là, c'est pareil, on a négocié un tarif préférentiel pour Vianéo avec un discount de 15%, avec des systèmes de pack de business plan. Donc, le principe, c'est qu'on achète un pack de 5 business plans actifs pour un an. Et ça peut, voilà, on peut arrêter un projet, en rouvrir un autre. C'est leur principe. 5 business plans, 10 business plans, 25, etc. Et vous voyez, sur un pack de 10 business plans, ça peut faire à peu près 600 € hors taxe par an. Il y a un maxi de 5 utilisateurs par business plan. Donc, on n'a pas un utilisateur illimité comme Vianéo, mais bon, je pense que pour un business plan, c'est suffisant. Et là, pour le coup, on a prévu d'avoir un bouton à la fin de la marelle, après la viabilité, qui permette d'accéder directement à la plateforme Supernova Business, qui permettent après d'accéder à son compte. Voilà. Donc, on passera par un bouton qui permettra donc ce ne sera plus les plus, ce sera la boîte à outils, d'accéder donc à son business plan dans Supernova. Voilà donc pour ce deuxième. Pardon, mais c'est un peu bizarre comme ce modèle, non? Non. Alors là, on va malheureusement pas trop avoir le temps d'en discuter, mais on peut s'en reparler. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, en fait, c'est en simultané, ça veut dire actif, pas forcément toujours le même. C'est-à-dire que si à chaque fois, en 2 jours, on finalise un business plan, on peut entamer un autre. C'est 5 business plans en simultané? Oui, tout à fait. C'est leur modèle économique, effectivement. Ok. On peut trouver ça bizarre, mais c'est leur modèle économique. Non, mais ok. Majid? Oui, juste préciser, c'est la plateforme Supernova Innovation. Oui, tout à fait. Parce qui est en mode bêta, qui est en train d'être amélioré. Voilà. Ouais. Supernova Innovation, ils ont 2 offres. Ils ont Supernova Business et Supernova Innovation. Supernova Innovation est dédié plutôt aux startups. Supernova Business, ça marche si vous voulez lancer un salon de coiffure, une boulangerie, une pizzeria. Supernova Innovation, il y a des modules qui sont adaptés à de la création d'entreprises innovantes. Serge, tu avais une question? Oui, je ne me rappelle plus trop les exports qui sont possibles, mais c'est large ou c'est restreint déjà, je crois. Je ne sais plus. Alors, les exports qui sont possibles, c'est les exports des états financiers, en fait. Il y a plusieurs exports. Donc, tu peux exporter tous les états financiers, ton
compte d'exploitation, situation de trésorerie. En fait, tu as beaucoup d'exports possibles. En fait, tout ce qui est nécessaire pour faire un business plan financier, en fait. Tu exportes les BP en mode PDF, Word ou bien Et Excel. Excel. Et Excel, ouais. Voilà. Là aussi, ouais. Non, vas-y. Donc, Virginie, tu avais une question? Oui, c'est un point de détail, mais vous avez marqué règlement carte bleue, c'est-à-dire que c'est que le seul moyen de paiement? Alors, pour les petites sommes, en fait, sur 5 BP, oui, sur les petites sommes, ils ne font pas d'édition de facture. Après, à partir de 10 BP, là, on peut éditer une facture. D'accord. Mais sur les petites sommes, en fait. Aujourd'hui, c'est un modèle un peu B2C, en fait. Et donc, du coup, ils n'éditent pas de facture sur ces petites, voilà, 300 € par an. Donc, juste peut-être, après, vous pouvez nous contacter pour avoir vraiment tous les détails. Mais en fait, c'est une première étape vers l'idée de ce partenariat, c'est aussi un peu d'intégration, enfin plus qu'un peu d'intégration à terme depuis la plateforme Vianeo. Mais on s'est dit que voilà, on est effectueux et pas à pas. Autant d'abord voir l'intérêt et l'usage. Et puis ensuite, on parlera fonctionnalité et intégration. Virginie, tu as une question et ça fait plaisir de te voir. Oui, bonjour Séverine, bonjour à tous. En fait, moi, la question que j'ai là, c'est si c'est intégré à la plateforme, on aura une obligation de prendre ces packs là? Non, pas du tout. L'idée, justement, que ce soit optionnel. Vraiment. D'accord. Pas du tout intégré à la plateforme. Et d'ailleurs, dans les marques blanches, il y aura tout à fait la possibilité de ne pas l'avoir. C'est vraiment totalement optionnel, en fait. Hein. D'accord, ok, ça marche. Merci. Voilà. Effectivement, c'est des business plans qui sont adaptés, Virginie, à la création d'entreprises. Hein. Ce pas des business plans qui sont adaptés à ton usage. D'accord, ok, ça marche. Merci. On va peut-être passer à Serge, tu as une dernière question, mais vraiment dernière alors. Ouais, c'est noté innovation Supernova. Ça veut dire que c'est une particularité sur des projets innovants. Oui, c'est ça. Parce qu'on avait vu une présentation générale, je crois. Ouais. Oui, en fait, il y a quelques spécificités qu'ils ont développé des fonctionnalités spécifiques pour la création de start-up. C'est ce que je disais au départ, leur modèle était plus sur du business, voilà, quel que soit le business, salon de coiffure. Et là, ils ont créé vraiment un module spécifique où il y a un module sur le CIR. Enfin, il y a des choses qui sont très adaptées à la création d'entreprises innovantes. Donc, c'est sur ce produit-là que nous, on a prévu de faire le partenariat. Et comme disait Séverine, c'est vraiment un point de départ. C'est aussi pour tester l'appétence. Hein, c'est-à-dire que si on voit qu'il y a de l'intérêt, on ira plus vite dans l'intégration. Et si on voit à l'inverse que finalement, ça intéresse peu de gens, ça sera aussi une réponse en termes de partenariat. Donc, surtout, revenez vers nous. Alors, les prix, hein, là, sur la partie haute de ce que j'ai mentionné, là, donc ce qu'il faut retenir, c'est moins 15% par rapport à leurs tarifs. Ils veulent revoir les packs de 10, de 25, de 50, c'est assez bien défini aujourd'hui. Ils sont encore en réflexion sur la partie, leurs premiers tarifs d'entrée. Donc, ça peut bouger. En tout cas, si vous êtes intéressé, revenez vers moi et pour faire et pour Supernova. Et puis, on pourra avancer avec les partenaires. Mais c'est vrai qu'on a besoin de savoir rapidement, tiens, même si vous dites peut-être que ça m'intéresse pour creuser ou non, ça ne m'intéresse pas. Qu'on sache à peu près quel est le niveau d'intérêt global de notre communauté. Voilà, et on va pouvoir passer à la suite de la présentation. Et je vais donner la main, donc je vais arrêter le partage, passer la main à Isabelle Michel, donc qui est ingénieure brevet à l'INPI et qui vous va parler d'un autre sujet crucial, hein, qui est très aussi complémentaire à tout ce qu'on fait aujourd'hui chez Vianeo, qui est la propriété intellectuelle. Et pour votre info, on vous l'avait déjà dit aussi, on a lancé, alors on est 4 pour l'instant, un groupe de travail pour proposer au sein de la plateforme des outils sur le sujet de la propriété intellectuelle. Donc, il y a Virginie Lamarche, Delphine Marcillac et Sylvie Camacho
qui participent à ce groupe de travail et on s'est donné un planning jusqu'à l'été pour vous présenter, préparer des outils sur ce sujet-là. On part de zéro, de la feuille blanche. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez nous rejoindre. On cherche des hommes en particulier pour être un peu plus paritaire. J'ai recruté Jean-Christophe Chapelle de l'Université de Namur qui, a priori, serait intéressé pour participer. Mais s'il y en a d'autres, surtout n'hésitez pas à nous rejoindre. Avant de commencer, je passe la parole à Pauline. C'est Isabelle Michel ou Pauline Michel? Non, c'est Pauline. Ah oui, pourquoi j'ai mis Isabelle Michel? C'est Pauline. Pauline. Désolée, je connais une Isabelle Michel, je pense que c'est pour ça. À toi la parole. Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Pauline Michel, ingénieure examinatrice brevet à l'INPI depuis 2 ans. Donc, je vais vous faire une présentation sur un petit peu les essentiels de la propriété intellectuelle. Je ne peux pas rentrer dans le détail en 20 minutes, mais bon, j'espère au moins vous donner des éléments. Donc, la question, c'était comment aider un porteur de projet à prendre conscience de ce qui est protégeable ou non dans son projet et à agir comme il faut. Donc, je vais axer ma présentation d'abord sur les enjeux de la propriété intellectuelle, ensuite les droits de propriété intellectuelle, les principaux titres de propriété industrielle cette fois, et ensuite traiter quelques cas particuliers, notamment les applications, les logiciels et les bases de données. Donc, les enjeux de la propriété intellectuelle, donc le constat, c'est que souvent les entreprises découvrent trop tard ces droits. Et donc, les conséquences néfastes possibles pour elles, c'est des différences sur les marques, qu'elles soient elles-mêmes contrefactrices, qu'elles aient des litiges sur des brevets ou se faire voler des secrets industriels. Donc, c'est primordial dans toute vente ou fabrication de produits et aussi pour tout chef d'entreprise qui entreprend et qui doit se soucier en fait, des droits de propriété intellectuelle et aussi d'utiliser ces outils à son propre avantage pour développer son activité et donc avoir des actifs immatériels qui font partie de son entreprise. Donc, les droits de propriété intellectuelle, on en a 2 grandes catégories. Donc, la propriété intellectuelle, elle se divise donc en 2, la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique. Donc, la propriété industrielle, c'est les créations techniques, les créations ornementales et les signes distinctifs. Donc, on rentrera après là plus en détail donc sur les brevets, les dessins et modèles et les marques. Donc, il faut aussi savoir que l'INPI ne gère pas toute la propriété industrielle. Par exemple, les appellations d'origine contrôlées, donc qui sont pour les produits alimentaires, c'est géré par le ministère de l'Agriculture. Donc, parallèlement, il y a la propriété littéraire et artistique, donc avec 2 droits principaux, les droits d'auteur et les droits voisins, donc qui sont les droits d'auteur pour protéger les œuvres littéraires, artistiques, et aussi les logiciels et avec quelques spécificités, les bases de données. Et les droits voisins, donc c'est pour ceux qui utilisent des œuvres littéraires et artistiques, par exemple des artistes-interprètes. Donc là, sur ce schéma, en fait, on répertorie ce qui est appropriable ou ce qui n'est pas appropriable par la propriété intellectuelle. Alors, ce qui est appropriable, ce sont les créations originales, donc qui n'existent pas dans l'art antérieur, donc qui n'ont pas été divulguées jusqu'au jour de l'invention. Donc, les inventions, donc, qui sont des solutions techniques à des problèmes techniques, les signes distinctifs, les dessins et modèles, les obtentions végétales, les topographies de semi-conducteurs et les bases de données. Et à contrario, ce qui n'est pas protégeable, appropriable, ce sont les idées, donc les concepts qui ne sont pas matérialisés, les créations non originales, les méthodes mathématiques, les découvertes et les théories scientifiques. Donc, la principale différence entre la propriété industrielle et la propriété la propriété littéraire et artistique, c'est le mode de dépôt, le mode pour acquérir ses droits. Donc, en propriété industrielle, il y aura forcément un dépôt. Et pour bénéficier d'un droit d'auteur, il n'y a pas forcément besoin d'un dépôt. Le droit s'acquiert à la création, mais il est quand même très important de constituer en fait une preuve de date de création.
pour en certifier donc la date et l'auteur. Et en fonction du type de création, on n'aura pas les mêmes outils pour prouver cette date. Donc, tout ce qui est artistique, par exemple, les livres, ce sera la Bibliothèque nationale de France, la SACEM pour de la musique, et on a d'autres moyens, par exemple l'huissier de justice, s'envoyer soi-même un recommandé, ou alors passer par des organismes, par exemple l'INPI avec l'enveloppe solo, ou pour les bases de données, l'Agence pour la protection des programmes ou l'OGITAS. Donc, en fait, en fonction de la création, on va vraiment se poser la question, qu'est-ce qui est l'outil le plus adapté pour faire ma preuve de dépôt, ma preuve de date de création. Donc là, je vais venir sur les titres de propriété industrielle, les 3 principaux, donc qui sont le brevet d'invention pour les solutions techniques à un problème technique, la marque pour les signes distinctifs et les dessins et modèles pour les créations artistiques. Donc, premièrement, le brevet. Donc, le brevet d'invention, il confère un droit d'interdire toute exploitation de l'invention sans l'autorisation de son auteur sur une durée maximale de 20 ans sur un territoire donné. En contrepartie, l'inventeur s'engage à divulguer l'invention, donc ça se fait 18 mois après la date de dépôt, et donc ça permet en fait d'enrichir la connaissance scientifique. Mais forcément, il s'expose aussi à ce qu'un concurrent reprenne son idée, la modifie un petit peu et finalement peut-être aussi pose un autre brevet connexe, disons, dans le même domaine. Et aussi, en contrepartie, il faut payer des annuités de maintien en vigueur du titre. Donc, tout n'est pas brevetable. Sont brevetables dans tous les domaines technologiques les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Alors, si on revient sur les mots importants de cette définition, donc l'invention qui est une solution technique à un problème technique, elle exclut tout ce qui est donc les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, par exemple. Alors, l'invention doit être nouvelle, donc non comprise dans l'état de la technique, et ce n'est pas seulement dans les bases brevets, ça peut être des articles de recherche ou même Internet, enfin ce qu'on veut. Et là où il faut vraiment faire attention, c'est qu'un inventeur peut s'auto-intérioriser, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est lui qui est auteur de sa création que s'il la divulgue sur les réseaux sociaux, lors d'un salon ou en parlant à un partenaire, on peut en fait c'est une divulgation et il n'y a pas comme une autre, en fait, ça ne change rien que ce soit lui-même qui est divulgué. Donc il faut vraiment faire attention à ce point de ne jamais divulguer son invention avant soit de la déposer, soit de faire signer des accords de confidentialité à ses partenaires, par exemple. Ensuite, il y a le critère d'activité inventive. Donc, l'invention ne doit pas découler de manière évidente de l'état de la technique pour l'homme du métier. Donc, les petites améliorations, finalement, ou les variantes ne sont pas autorisées à être brevetées. Et susceptibles d'application industrielle, donc c'est qu'elle peut être fabriquée. Cela, par exemple, exclut des choses qui ne sont pas possibles, comme par exemple le mouvement perpétuel, tout ce qui n'est pas fidèle, enfin qui n'est pas conforme aux règles de la physique, par exemple. Donc, on a vu qu'il y avait des choses qui ne sont pas brevetables parce que ce ne sont pas des inventions, comme les découvertes. Mais il y a aussi des inventions qui ne sont pas brevetables, donc celles qui ne sont pas contraires à l'ordre public, ça me paraît assez évident. Le corps humain ou les gènes, par exemple, la découverte des éléments du corps, l'utilisation d'embryons, les races animales et végétales, et aussi les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic. Ça, c'est pour laisser la possibilité au personnel soignant d'exercer la médecine sans être contraint par des brevets. Par contre, un médicament peut être tout à fait breveté ou une machine de soins. Enfin, par exemple, un robot pour faire une opération chirurgicale.
Donc, quand on a une invention, on va se demander est-ce qu'on la dépose par un brevet, par exemple, ou est-ce qu'on la garde secrète. Donc là, il y a 2 stratégies. Le secret, qui est... il n'y a pas forcément de formalité d'enregistrement, mais par contre, effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes. Il faut organiser, en fait, préserver ce secret, donc créer une organisation particulière. Et donc, on n'a pas le droit d'interdire. Il faut faire attention actuellement, par exemple, sur des produits avec la rétro-ingénierie, on arrive plus facilement à découvrir des formulations. Donc, la stratégie des entreprises, elle évolue en fait sur le secret ou le brevet. Par exemple, Michelin gardait à peu près tout secret il y a encore dizaines d'années. Maintenant, ce n'est plus leur credo, notamment parce qu'en rétro-ingénierie, on arrive plus facilement à trouver les formulations de pneumatiques, de caoutchouc pour les pneumatiques. Donc, si on choisit le secret, ce qui est tout à fait possible, il faut quand même pouvoir dater une invention sans la divulguer. Donc, c'est là où on a l'enveloppe e-solo proposée par l'INPI qui est possible, qu'on n'ouvre qu'en cas de litige. Mais il faut bien faire attention, ce n'est pas un titre de propriété. L'enveloppe solo, ça donne juste une date de création. On peut faire aussi des courriers recommandés ou un cahier de laboratoire. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Donc, un titre de propriété industrielle, c'est la marque, donc qui confère aussi un droit d'interdire sur une durée limitée à 10 ans renouvelable tous les 10 ans en illimité et sur un territoire donné. Donc, la marque, elle doit être distinctive, disponible, donc en fonction des classes. Par exemple, la marque Montblanc, on l'a plusieurs fois pour une crème dessert et pour des stylos parce que ce n'est pas la même classe de produits. Elle doit être licite et non déceptive, donc ne pas tromper le consommateur et ne pas être identique à des signes ou des pinceaux officiels. Par exemple, on n'a pas le droit de mettre un drapeau bleu, blanc, rouge dans une marque. Donc la marque, elle doit être susceptible de représentation et permettre de distinguer des produits ou des services. Et elle peut prendre plusieurs formes, enfin différentes formes, comme on va le voir juste après. Il y a quand même quelques éléments, il faut faire attention quand on choisit une marque. Donc, elle ne doit pas désigner le produit, et elle ne doit pas tromper le consommateur. Par exemple, on ne peut pas écrire France sur des montres qui seraient fabriquées à l'étranger. Donc, des exemples de marques, on a les marques verbales, donc un nom, un slogan, un chiffre. Des marques figuratives qui mêlent à la fois un dessin et un nom, comme la marque Perrier. Il y a aussi des marques de couleurs, donc tout ce qui est une couleur associée à une marque. Par exemple, là, on voit le bleu qui est associé à la marque Decathlon. On peut avoir une marque de forme, par exemple pour des flacons de parfum, une marque hologramme, une marque de position, donc comme le H de la marque Anderson sur les baskets, des marques de motifs, des marques multimédia, donc un son et une image, et des marques de mouvement. Sachant qu'on peut prendre par exemple l'exemple de Netflix, c'est pas une marque en fait, il y a plusieurs marques qui sont associées au même service. Donc par exemple la marque multimédia, puisqu'on a le N le N de Netflix, donc le mouvement du N de Netflix qui apparaît au fur et à mesure. La marque multimédia, c'est le To-Doom. On a aussi du coup la marque figurative et le nom Netflix. Ensuite, un autre droit, c'est un titre, c'est les dessins et modèles. Donc là, c'est pour protéger des formes esthétiques, donc tout ce qui est visible sur un produit. En 2D, c'est un dessin, en 3D, c'est un modèle. Donc ça confère aussi un monopole d'exploitation sur une durée de 5 ans, renouvelable 4 fois. Et donc, les principales caractéristiques, c'est que le dessin ou le modèle doit être nouveau, il doit avoir un caractère propre. Donc, on ne doit pas avoir une impression de déjà-vu par rapport à ce qui existe déjà. C'est uniquement les éléments visibles qui sont protégeables, donc pas de fonctionnalité technique. Et aussi, on doit être soit l'auteur du dessin ou du modèle, soit le possesseur des droits d'auteur.
Donc voilà, le légitime déposant. Et donc maintenant, je vais revenir sur des cas qui vous concernent peut-être plus. Donc le numérique avec les applications, les logiciels et les bases de données. Donc à la question, est-ce qu'il est possible de protéger une idée d'application? La réponse, c'est non, il n'est pas possible de protéger l'idée en elle-même. Mais par contre, on peut protéger la matérialité de l'idée, sachant que, par exemple, une application mobile, elle peut être composée d'un logiciel, d'une base de données, d'une interface graphique, d'un logo, d'un nom, et aussi de contenus qui sont qu'on réutilise, qui ne sont pas des contenus qu'on a soi-même créés. Donc, à chaque fois, on va avoir des modes de protection où on aura aussi d'autres droits à respecter. Donc, le logiciel et les bases de données, je vais y revenir juste après. L'interface graphique, elle pourrait être protégée par le droit d'auteur. Le logo ou le nom, ce sera le droit des marques. Et donc, utiliser des contenus que l'on n'a pas créés. Donc là, il faut s'assurer qu'on en a le droit de les utiliser. Par exemple, en demandant des autorisations ou en payant. Donc, si dans l'application, on a un logiciel, on va voir comment on peut protéger les éléments d'un logiciel. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup plus complexe que juste une invention comme un produit, de protéger un logiciel, parce que même la définition d'un logiciel, c'est compliqué à définir. Donc, l'idée du logiciel n'est pas brevetable, comme toutes les idées et tous les concepts. On peut par contre protéger le logiciel par le brevet uniquement si en fait il est les dispositifs techniques ou les systèmes techniques, ou si alors le logiciel est stocké sur un produit, par exemple une clé USB, et qu'il est exécuté par un exécutable, enfin une machine. Donc là, seulement, on pourra breveter un petit peu le logiciel. Mais en tout cas, c'est assez limité et on va plutôt en fait réserver quand même le brevet au système technique. Ce qui est protégeable, par contre, c'est il y a d'autres éléments protégeables par le droit d'auteur. Donc les programmes, le cahier des charges, le matériel de conception préparatoire, par exemple les spécifications fonctionnelles, donc les écrans et les modalités d'interactivité. Donc là, c'est tout ce qui va être le graphisme, tant qu'ils sont originaux et pas utilisés à partir d'une création d'une autre personne. La documentation technique et les documentations utilisateurs, si elles sont originales. Donc le droit d'auteur là va nous permettre de ne pas ces éléments du logiciel ne soient pas copiés et réutilisés par des tiers. Pour une base de données, c'est encore un petit peu plus complexe. Donc, la définition de la base de données, ce n'est pas seulement la version numérique. Hein. Ça peut être finalement un recueil d'œuvres ou de données, comme par exemple des journaux, des encyclopédies. Et donc, c'est assez varié. Et ce qui n'est pas, par contre, des bases de données, c'est les œuvres audiovisuelles et les logiciels dans leur entièreté. Donc, pour les protections des bases de données, il y a une double protection. Tout d'abord, le droit d'auteur qui protège l'architecture de la base de données, seulement si elle est originale, et le droit suisse generis qui protège le contenu de la base de données. On appelle aussi ça le droit du producteur. Ce n'est pas ma spécialité, mais je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Et dans la pratique, quand on a une application ou un logiciel, qu'est-ce qu'on fait pour le protéger? Par exemple, en fait, on peut le déposer à l'Agence de protection des programmes. Donc, c'est un organisme européen qui permet en fait de déposer de manière sécurisée des programmes, enfin des documents numériques ou papier même. Donc, c'est utile pour toutes les personnes morales ou physiques qui créent ou éditent des œuvres numériques, donc plutôt à vocation professionnelle, ou celles qui souhaitent enregistrer et assurer une traçabilité de documents stratégiques, par exemple des cahiers de recherche ou des algorithmes au fur et à mesure de leur création et de leur développement.
Donc ça permet en fait, une fois déposé le contenu sur les bases de données sécurisées de l'agence de protection, d'obtenir en fait une date de preuve de création de la création numérique et de pouvoir en fait l'utiliser pour prouver l'antériorité de sa création s'il y a un litige. Donc voilà, ça va permettre de donner la date de création et de bénéficier du droit d'auteur avec certitude. On aura la date de création de l'œuvre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup, Pauline. J'ai vu qu'on avait une question. On a le temps pour quelques questions, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais il y avait Serge qui avait une question. J'ai noté dans le… Alors oui, interface graphique, vous avez dit que ça peut se protéger par droit d'auteur. Vous pouvez développer un petit peu? Mais en fait, c'est la création artistique. Donc, s'il y a, ça va être protégeable en fait comme une œuvre, une peinture ou… enfin, c'est la création artistique uniquement, oui. Le design, quoi. Appliqué à Vianéo, par exemple, à nos écrans d'interface, c'est considéré comme des œuvres originales et c'est protégé par le droit d'auteur, Serge. C'est-à-dire que tu ne peux pas reprendre la marelle, tu ne peux pas refaire exactement les mêmes interfaces que Vianéo, puisque il y a du droit d'auteur, en fait. Majid. Une question pour les logiciels. Est-ce qu'avec l'APP, on peut leur demander une pré-analyse de brevetabilité dans le logiciel? En brevetabilité, je ne sais pas du tout. Non, je ne pourrais pas vous répondre. Et vous aurez un contact avec eux à qui on peut s'adresser? Non, moi, je ne travaille pas du tout avec eux. Non. Il y a Logitas aussi qui fait la même prestation. Logitas, ouais. Logitas. Mais j'avoue que en plus, moi, ma spécialité, c'est la mécanique, alors… Mais parce que ça se passe pas du tout au sein de l'INPI, en fait. Bah, disons que les personnes qui travaillent sur le numérique, elles sont peut-être plus au courant parce que elles ont aussi des problèmes forcément de logiciels. Enfin, on a des demandes qui se rapportent à des logiciels et donc elles doivent faire refuser des demandes, donc les justifier. Et là, tu aurais un contact dans ce département-là? Oui, ça par contre, oui, je peux trouver. Oui, je peux vous envoyer. Ça peut permettre de Comme ça, au moins, vous saurez ce qui est brevetable après Oui, c'est intéressant. Sur les logiciels, on veut bien ce contact, on fera passer. Oui, alors, Nadia. Oui, moi j'avais une question, j'ai souvenir que les biologistes, pharmaceutiques, tout ça là, ils parlaient de dépôt de souches. Ça existe encore ça ou non? Oui, effectivement, pour tout ce qui est les matières vivantes, en fait, parfois c'est compliqué d'expliquer avec des mots une composition. Donc effectivement, on dépose dans un laboratoire la matière vivante et les tiers en fait peuvent aller la consulter, en tout cas. Donc ce n'est pas l'INPI, c'est pas comme le fameux APP où on peut déposer un savoir-faire. Il n'existe pas de structure en tant que telle dans lesquelles on dépose la fameuse matière vivante qui a été inventée ou… Non, en fait, le déposant a l'obligation de la déposer quelque part et de tenir informer l'INPI de où est-ce qu'il l'a mise à disposition. Oh, d'accord. Ah oui, pour la matière vivante, c'est compliqué. D'accord. Oui, un petit peu plus que les choses techniques. Ouais. Ok, d'accord. Ok, merci. Olivier? Le micro est éteint. On ne t'entend pas, Olivier. On ne t'entend pas. Pardon, excusez-moi. Je voulais savoir à quel moment un programme informatique devient un logiciel. Puisque ça, c'est une très bonne pas question. protégeable. Là, clairement, je vais vous renvoyer donner le contact d'une personne qui est dans le numérique et puis qui vous répondra parce que je ne saurais pas répondre.
Alors, ce que j'avais en tête sur cette question, mais je ne suis pas experte, loin de là, c'était que c'est toute l'interface en fait qui le rend logiciel, parce que ça crée l'espace dans lequel le code prend forme. Et donc là, tu peux avoir à la fois du hardware qui est protégeable et l'interface graphique, je pense, sans doute. Mais c'est très approximatif comme réponse. Nous, on a une expérience, on a déposé un brevet, il a été, enfin, d'algorithme pour un algorithme, enfin, on a déposé une demande de brevet pour un algorithme, il a été refusé. Donc, c'est un algorithme, ce n'est pas encore un logiciel. Oui, c'est ça. OK. Comme il est l'heure et qu'on a pour habitude d'être à l'heure pour pas vous retarder votre apéro du vendredi soir bien mérité, on va peut-être s'arrêter là. Pauline, c'est gentil que tu as mis ton mail, donc n'hésitez pas. Et puis, on va mettre cette ressource dans le Discord. Oui, Nadia, tu as une question? Oui, c'est par rapport au club santé. Marianne Gollet et moi, là, on s'est revus il n'y a pas longtemps et on fait encore appel à candidature pour ceux qui ont envie de participer. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Faut contacter Marianne Gollet pour le sous-club santé. Et on est en train de chercher un exemple, Et d'ailleurs, modèle. Voilà. Oui, un exemple. Et moi, j'ai une idée pour quelqu'un qui, d'ailleurs, est peut-être là présent. Oui, il est là présent. Qui pourrait vous aider pour modéliser le projet. Oui. Voilà, ça serait intéressant. Voilà, donc, mais c'est un beau club intéressant pour vraiment voir comment Vianeo se déroule de manière plus particulière sur les projets de santé. Mais là, moi, je suis en train de regarder un peu sur l'aspect légitimité, entre la légitimité et puis tout ce qui est valeur, écosystème, par rapport aux problématiques de réglementation et de qualité. Et c'est vrai que c'est pas simple. Donc, plus on sera nombreux dans le club santé, mieux ce sera. Donc, il y a Martin qui participe, Marianne Gollet pour l'instant, moi. Et voilà. Merci. Super. Eh bien, merci à tous. Rendez-vous. Merci d'avoir été si nombreux pour cette rentrée qui nous donne de l'énergie. Et à très bientôt dans un mois et puis sans doute avant, chacun. Merci. Bonne année. Merci. À bientôt.